Pour mon exposé, donc, moi j'ai fait un stage de fin d'études à Biocor là, des 6 derniers mois. Donc pour mon exposé, je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait au cours de ce stage. Donc j'ai travaillé sur le couplage et la synchronisation des horloges circadiennes dans les organes périphériques, donc à travers la modélisation mathématique et l'analyse numérique. Donc pour présenter un peu les horloges circadiennes. Donc les horloges circadiennes, il faut savoir qu'elles sont présentes dans les cellules de tous les organes et les tissus des êtres vivants. Donc l'horloge principale se trouve dans le noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus, donc c'est une partie qui est dans le cerveau. Et initialement, on pensait qu'il y avait des horloges circadiennes uniquement dans le noyau suprachiasmatique, mais des études plus récentes ont pu prouver qu'il y avait des horloges aussi dans les tissus et organes périphériques, donc comme le rein, le cœur, le foie, etc. Donc toutes ces horloges-là, elles permettent Ces horloges donc, permettent de réguler pas mal de processus moléculaires et cellulaires au cours du cycle de 24 heures, donc, tels que le rythme veille-sommeil, la pression dans le sang, les battements du cœur, la sécrétion des hormones, etc. Donc on sait que on a pas mal de connaissances sur les horloges de l'horloge centrale, donc dans le noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus. Notamment, on sait que grâce à l'information lumineuse donc, qui arrive à travers la rétine, ça envoie des signaux dans le noyau suprachiasmatique et donc ça permet d'aligner et de synchroniser un peu toutes les horloges circadiennes donc, qui sont dans le cerveau. Et on pensait que donc, grâce à cette horloge centrale, on avait l'information qui était envoyée aux horloges périphériques, ce qui permettait de favoriser leur synchronisation et leur cohérence de phase. Et on sait aussi que les horloges qui sont présentes dans le noyau suprachiasmatique sont couplées entre elles via de l'échange de molécules donc, entre les différentes horloges. Des perturbations qui peuvent apparaître au cours de notre vie, comme des décalages horaires, des médicaments, la vieillesse, le travail de nuit, etc., peuvent provoquer certaines maladies, donc des désordres métaboliques, des maladies cardiovasculaires, des cancers, des diabètes, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir comprendre comment est-ce que les horloges dans notre corps arrivent à se synchroniser, comment est-ce qu'elles arrivent à communiquer entre elles. Donc pour se synchroniser, donc ça permettra de mieux comprendre des phénomènes pathologiques de désynchronisation donc qui peuvent être dus suite à des maladies. Donc on avait pas mal d'informations sur les horloges du noyau suprachiasmatique. Et on pensait donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que grâce à cette horloge centrale, cette horloge centrale-là envoyait l'information aux autres horloges qui permettaient de favoriser leur synchronisation. Mais il y a une expérience qui a été faite sur des souris. Donc en fait, on leur a retiré l'horloge centrale et on a observé que même sans horloge centrale, les horloges des hépatocytes, donc dans les cellules du foie, gardaient une certaine synchronisation et une certaine rythmicité. Donc c'était intéressant puisque de base, on pensait que l'horloge centrale était vraiment primordiale pour la synchronisation des horloges des hépatocytes. Or, donc cette expérience-là a montré que ce n'était pas forcément le cas. Donc pour expliquer ça, il y a une hypothèse qui a été faite. Et cette hypothèse est que donc, il existerait un couplage entre les horloges circadiennes, donc des organes périphériques, donc comme au sein du foie. Donc c'est un peu à quoi je me suis intéressée au cours de mon stage. Donc est-ce qu'il y a vraiment un couplage entre ces cellules-là, donc qui permettrait d'expliquer la synchronisation qui est toujours observée même en l'absence de l'horloge centrale. Donc pour représenter ça mathématiquement, je me suis basée sur un modèle qui avait été établi par Sophia donc en 2020. Donc elle était partie du fait que l'horloge circadienne peut être caractérisée par l'évolution de la concentration de certaines protéines au cours du temps. Donc ces 4 protéines sont B-malin, DDP, REV et PERCRAI. Donc c'est un modèle simplifié, donc voilà qu'elle a pu établir. C'est pas le même modèle que dans votre article général de la vidéo. Non, c'est pas le même. Du coup, sur la figure de gauche, donc ici on voit les 4 protéines et les interactions qu'elles peuvent avoir les unes sur les autres. Là on a les 4 équations différentielles ordinaires donc, qui permettent de représenter l'évolution de la concentration des protéines au cours du temps avec des taux de dégradation dans chacune des équations. Et donc j'ai représenté ces 4 équations donc, pour voir l'évolution de la concentration des protéines au cours du temps. Donc c'est ce qu'on voit sur le schéma suivant. Et l'horloge circadienne, donc, elle a certaines propriétés qui doivent être satisfaites, donc, comme le caractère antiphasique entre la protéine PERCRAI, donc, qui est en bleu, et B-malin en rouge, ou encore l'ordre d'apparition des pics de protéines qui est important aussi, et donc tout simplement aussi le fait qu'il y ait des oscillations durables dans le temps.
Donc à partir de ce modèle-là, j'ai donc couplé des horloges circadiennes entre elles. Donc pour le faire, je les ai couplées via la molécule, la protéine PERCRAI. Parce qu'en fait, on va supposer, donc c'est une première hypothèse qui permet de coupler facilement des horloges circadiennes entre elles. On va supposer que l'échange de protéines entre les deux horloges circadiennes, c'est un échange de molécules qui va être proportionnel aux protéines qui peuvent être échangées via PERCRAI. Du coup, mathématiquement, ça se traduit par l'ajout de ces termes-là dans l'équation de PERCRAI, avec K qui va représenter la force de couplage, donc à quel point est-ce que à quel point est-ce qu'il va y avoir un échange de molécules entre les deux horloges. Autre chose qui était intéressant de pouvoir modéliser, c'était l'effet de l'insuline. Donc en fait, vu que je m'intéresse à des cellules des hépatocytes, à des horloges dans les hépatocytes, c'est intéressant de pouvoir représenter l'apport de nourriture. Donc en fait, quand on mange, il va y avoir un pic de glucose dans notre sang qui va provoquer la sécrétion d'insuline par le pancréas. Et donc ce pic d'insuline va être proportionnel au pic de nourriture. Donc pour représenter la nourriture, j'ai ajouté donc, le terme ici qui va représenter donc l'insuline dans l'équation de Malin. Autre chose qui était intéressant de pouvoir représenter, c'était l'effet de la lumière. Donc pour ça, je l'ai représenté avec la molécule de dexaméthasone. Donc en fait, dans notre corps, il y a une hormone qui s'appelle le cortisol et qui va avoir son pic d'activité entre 6h et 8h du matin, donc au moment où l'information lumineuse arrive. Et le dexaméthasone, c'est un glucocorticoïde de synthèse qui va dériver du cortisol et donc qui va pouvoir représenter l'effet de la lumière. Donc on l'ajoute là dans l'équation de PERCRAI. Et finalement, autre chose que j'ai rajouté, c'est en fait, de base, le modèle permet d'avoir des oscillations de période de 24 heures. Et donc, pour faire différentes expériences, c'était intéressant de pouvoir changer la période des oscillations. Et donc, ça s'est fait en ajoutant le terme epsilon dans l'équation de PERCRAI. Pardon? Oui. Quand tu dis de base le modèle a des oscillations, ça veut dire que quand il n'est pas du tout forcé. Oui, en fait, avec le modèle de base, donc toutes les équations en noir, les paramètres qui ont été choisis, VB, c'est des constantes d'accord, pour des c'est avec valeurs. les paramètres choisis. Oui, voilà, avec les paramètres choisis. Et c'est quoi le sens de l'epsilon? Ça permet de modifier la période initiale des oscillations. Là, par Mais exemple, le sens biologique? Biologique, je sais pas. C'est Madalena qui m'a conseillé de faire ça. Après, pourquoi derrière, je sais pas trop. Où ça Elle a l'epsilon qui est. Ah, quand tu dis on fait le couplage par PERCRAI, ouais. C'est des expériences qui vous ont dit de faire ça ou bien c'est... C'est qu'en fait, il y a dans les horloges du cerveau, il y a le couplage. En fait, il y a un neurotransmetteur qui est libéré suite à l'activation de la molécule PERCRAI et qui représente le couplage dans les horloges du cerveau. Du coup, on a supposé que c'était pareil pour les horloges du foie. Et en fait, c'est pas vraiment PERCRAI qui est échangé, mais c'est une molécule, et du coup, on a fait l'hypothèse que c'était proportionnel à la molécule PERCRAI. Du coup, donc selon certaines expériences qui avaient été faites biologiquement, donc notamment selon l'article de Gärtner, en fait, il n'y a pas seulement deux horloges qui vont être couplées entre elles, mais plutôt des clusters de 5 à 10 horloges, 5 à 10 cellules. Du coup, j'ai envisagé différentes topologies pour pouvoir représenter ces couplages. Donc la topologie all-to-all, donc c'est-à-dire toutes les horloges communiquent entre elles, et les topologies étoiles, anneaux, chaînes et de rangées. Donc les horloges vont communiquer telles que représentées sur les schémas ici. Donc suite à ça, j'ai fait quelques simulations, donc je vais vous présenter quelques résultats que j'ai obtenus. Donc dans un premier temps, j'ai couplé deux horloges circadiennes, donc j'ai modifié la période d'une pour avoir une horloge circadienne de période 24 heures et une de période de 26,2 heures. Et j'ai regardé l'évolution. J'ai regardé l'évolution des périodes de ces. Je peux voir un truc. J'ai envie de chercher de Désolée. Du coup, je disais que j'avais pris deux horloges qui avaient des périodes initiales différentes et je les ai couplées entre elles et j'ai regardé donc en fonction de la force de couplage, donc K, comment tendaient leur période.
Et donc j'ai pu voir que plus la force de couplage était grande, plus les périodes des deux oscillateurs tendaient vers une même période, comprise un peu entre les deux oscillateurs. Donc voilà, plus la force de couplage est grande, plus les périodes tournent avec les mêmes. Excuse-moi. Oui. Là, les courbes, c'était quoi? En fait, ça représente. Voilà, c'est les écarts types. La courbe du bas. Ouais, là, c'est les écarts types, pardon. Et là, c'est les périodes des deux oscillateurs. Donc, là, tu fais la différence entre les deux courbes. Non, en fait, en bas, c'est juste les écarts types pour voir. Parce que les oscillations ne sont pas toujours très régulières. Du coup, en fait, j'ai fait une moyenne des périodes. Et du coup, ça montre. Enfin, si l'écart type est très bas, c'est-à-dire que les oscillations sont régulières et on a à peu près toujours la même période. Et sinon, là, c'est pas trop le cas. Je sais pas, c'est pas toujours. Enfin, ouais, c'est la simulation qui fait que c'est pas. Donc pour une valeur intermédiaire, tu couples un oscillateur de 24 heures et une 26,2, tu te retrouves avec une période de 16 heures. Ouais, ça, pour certaines valeurs de couplage, ouais, ça fait fortement diminuer les périodes et après ça augmente. Et donc pour des couplages assez grands, on observe des accumulations dans la période. Quand le couplage est assez grand, j'imagine que ça tend vers une moyenne, c'est ça? Ouais, c'est ça. 25 et quelques. Comme ça, Ouais, bah là, du coup, pour le cas de deux oscillateurs, j'observais que c'était une moyenne un peu des deux périodes initiales. Et là, quand tu parles de couplage, c'est avec tous les termes que tu nous as indiqués précédemment? C'est-à-dire tu as à la fois le couplage, parce que tu as deux mécanismes qui peuvent avoir le même effet. Tu as le couplage des oscillateurs vraiment, ouais. Et puis tu as aussi la synchronisation avec la lumière. Là, j'ai pas mis l'effet de la lumière, là j'ai vraiment mis que le couplage. Ça, J'ai pas du tout. ok, parce que j'entends. Ouais. Non, j'ai pas mis l'insuline, là il n'y a pas d'insuline, il n'y a pas de. Non, j'ai vraiment que couplé. En fait, j'ai pris les deux modèles de base et j'ai découpé. Et voilà, et du coup, c'est pour. Enfin, il y a plein de couleurs, il y a plein de couleurs dans les légendes, parce que c'est toutes les protéines, mais du coup, elles sont cachées en fait derrière les. Enfin, ça affichait que la dernière protéine, parce que du coup, elles sont toutes les unes sur les autres, donc on voit pas les différences de couleurs. Ouais, excuse-moi si j'ai bien compris, dans la période intermédiaire, en fait, tu marques la période moyenne, mais en fait, c'est pas régulier, quoi. C'est pas un écart type, ça veut dire que ta période, elle est pas du tout régulière. Oui, bah du coup, quand l'écart type il augmente un peu, ouais, c'est pas très précis. Du coup, après l'expérience que j'ai faite, donc là, cette fois, j'ajoute de l'insuline sur les oscillateurs, mais je couple pas. Donc en fait, j'ai pris 7 oscillateurs, donc de périodes initiales différentes, donc de 15 heures à 30 heures. Et cette fois, j'ajoute l'insuline pour voir l'effet que ça peut avoir. Donc est-ce que sans couplage, juste l'effet d'insuline permettrait d'avoir une période vers 24 heures. Donc, on voit que pour certaines valeurs d'insuline, les oscillateurs qui ont une période relativement basse de base, grâce à l'ajout de l'insuline, on tend vers une période de 24 heures. Et du coup, donc, voilà. Et après, ce que j'ai fait comme expérience, c'était voir si cette fois avoir à la fois un couplage et à la fois l'insuline, est-ce que ça permettait d'avoir une période qui tendait vers 24 heures plus facilement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux oscillateurs qui avaient deux périodes initiales 24 heures et 26 heures. Je les ai couplés finalement, donc j'ai pris un K égale 0,03. Donc si je reviens juste vite fait en arrière, on pouvait voir que là, quand on était avec un K égale 0,03, on n'avait pas de synchronisation. Et donc là, dans ce cas-là, quand on a un K de 0,03, on peut voir que grâce donc, à la fois au couplage et à l'insuline, on tend vers une synchronisation de 24 heures. Et pour des valeurs d'insuline plus faibles que celles qui étaient observées lorsqu'on n'avait pas de couplage. Et aussi, ce qu'on observe, c'est que pour des valeurs d'insuline qui sont trop grandes, on observe une désynchronisation, donc on n'a plus cette belle synchronisation à 24 heures des périodes. Et ça peut être associé à des cas pathologiques. On avait observé dans certains articles que quand on avait des valeurs d'insuline trop grandes, donc ça correspond un peu à des cas où on mange trop, enfin des régimes trop caloriques, des choses comme ça. On observe une désynchronisation donc qui peut être représentée par cette désynchronisation-là qu'on observe sur la figure. Donc là, j'ai fait des tests avec seulement 2 oscillateurs, mais du coup, comme je vous le disais avant, on aurait plutôt des couplages de cellules de 5 à 10 horloges. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé, donc j'ai couplé cette cellule entre elles, selon les différentes topologies dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai calculé la moyenne de la protéine REV pour toutes ces cellules. Et j'ai étudié les périodes et les amplitudes en fonction de la force de couplage et des valeurs d'insuline.
Donc, je l'ai fait pour donc, toutes les topologies. J'ai observé des résultats similaires pour toutes les topologies, sauf la topologie All-to-All qui était un peu à part. Donc, les résultats que je vais vous montrer, ça concerne surtout la topologie en étoile en comparaison avec la topologie All-to-All. Du coup, là, sur ce schéma-là, on voit donc les périodes de la protéine REV, enfin de l'oscillation de la protéine REV, en fonction donc, de la force de couplage et des valeurs d'insuline. Et on peut voir donc que pour de faibles valeurs de couplage et de fortes valeurs d'insuline, ça favorisait des périodes qui tendaient vers une synchronisation à 24 heures. Donc ça c'était pour la topologie en étoile. Pour la topologie All-to-All, on a le schéma suivant. Donc là, j'obtiens des résultats différents. Cette fois, c'est pour des fortes valeurs de couplage et des fortes valeurs d'insuline, on tend à avoir des périodes qui tendent vers 24 heures. Donc ça, c'est les premiers résultats que j'ai pu obtenir. Ensuite, d'autres résultats que j'ai pu obtenir, c'était... donc là, c'était en ajoutant l'insuline par pulse. Donc c'est-à-dire que toutes les 24 heures, pendant 2 heures, j'ajoutais l'insuline. Donc ça pourrait être assimilé à comme si on donnait à manger à des souris de manière temporaire. Donc, par exemple, on va alterner des périodes de jeûne et de nourriture, donc on leur donne à manger, après ils n'ont plus à manger pendant un certain temps, on leur redonne à manger. Et j'ai aussi fait l'expérience en mettant un IB constant, donc de l'insuline ajoutée de manière constante, comme si on donnait à manger à volonté à des souris. Donc les résultats que j'ai obtenus sont les suivants. Donc pour la topologie en étoile, on peut voir que pour de faibles valeurs de couplage et de faibles valeurs d'insuline, on a des périodes qui tendent vers 24 heures. Et pour la topologie All-to-All, c'est pour un couplage fort et de faibles valeurs d'insuline, les périodes tendent vers 24 heures. Donc voilà, c'est d'autres résultats que j'ai pu obtenir. J'ai comparé aussi les amplitudes des oscillations. Donc pour la topologie en étoile, donc là c'est à gauche dans le cas d'un IB ajouté par pulse et à droite dans le cas d'un IB ajouté de manière constante. On peut voir que les amplitudes donc, sont plus hautes dans le cas de IB par pulse pour la topologie en étoile. Et c'était l'inverse qui était observé pour la topologie All-to-All. Les amplitudes étaient plus élevées dans le cas du IB constant. Et donc tous ces résultats-là que je viens de vous montrer, en fait, je vais pouvoir les comparer avec des résultats d'expérience et d'articles que j'ai pu lire. Donc un premier article de Godner suggérait la présence d'un couplage faible au sein de clusters de 5 à 10 cellules. Donc ce couplage faible, c'était des résultats que j'avais pu obtenir pour la topologie en étoile dans la première figure que je vous avais montrée. Les articles de Panda et de Centurel, donc eux, ils avaient pu observer qu'il y avait une augmentation des amplitudes qui était observée quand la souris avait à manger de manière occasionnelle. Donc on ne leur donnait pas à manger de manière à volonté. Et notamment dans l'article de Centurel, il y avait une expérience qui était faite, ils donnaient à manger à des souris de manière continue pendant un certain temps, une vingtaine de jours. Puis elles avaient à manger de manière restreinte, donc en alternant des périodes de jeûne et de nourriture, puis de nouveau à manger. Et lors de ces périodes de jeûne et de nourriture, les oscillations augmentaient fortement. Donc si je compare tous ces résultats-là avec ceux que j'ai pu obtenir dans mes simulations, il semblerait que la topologie en étoile et que de l'insuline ajoutée par pulse donnerait une meilleure représentation de l'insynchronisation des périodes autour de 24 heures. Et ces résultats permettent aussi de suggérer qu'il y a vraiment un couplage qui pourrait exister au sein des cellules du foie pour favoriser la synchronisation des horloges circadiennes. Et dans une deuxième partie de mon stage, j'ai essayé de simplifier le modèle mathématique que j'utilisais de manière à créer un modèle linéaire par morceau, donc de manière à mieux le comprendre et essayer d'exprimer certains paramètres, certaines données en fonction des paramètres du modèle. Donc pour simplifier ce modèle, j'ai pris donc, les termes non linéaires du modèle. Donc, dans un premier temps, il y avait ce terme non linéaire là. Quand je traçais sa courbe représentative, donc on a la sigmoïde suivante. Et on peut voir que lorsque... donc là on a REV, la protéine REV en fonction... Donc f de REV c'est la fonction qui est là. Donc on peut voir que pour des valeurs de REV supérieures à KR, donc c'est une constante, on va avoir la sigmoïdale qui va tendre vers 0. Et pour des valeurs de REV inférieures, ça va tendre vers VR. Donc c'est pourquoi j'ai fait la simplification suivante. En traçant les courbes, donc j'ai toujours les propriétés de l'horloge circadienne qui sont satisfaites, c'est-à-dire le caractère antiphasique entre la protéine Berkray en bleu et la protéine B malin en rouge, et l'ordre d'apparition des pics de protéines est toujours bien respecté. Donc une seconde simplification que j'ai faite, donc c'était simplifier le terme moins gamma BP B malin Berkray.
Donc, bon, ça, il y a plusieurs hypothèses, enfin, il y a plusieurs systèmes qui ont été créés suite à cette simplification-là. Et donc, qui dépendent, enfin, cette valeur-là va prendre différentes valeurs en fonction des valeurs de rêve, de Berkeley et de B malin au cours du temps. Donc, je ne vous détaille pas comment est-ce que j'ai obtenu tout ça, parce que c'était suite à l'observation de courbes, de simplification que j'ai pu faire en observant des courbes qui étaient constantes à certains moments, etc. Mais donc, mon modèle mathématique comporte du coup maintenant 6 systèmes qui dépendent donc des valeurs de rêve, de Berkeley et de B malin. Et tu as modifié les paramètres? J'ai pas la valeur de paramètres? Ouais. Non, j'ai pas modifié. Et donc voilà, j'ai obtenu les oscillations suivantes. Et la courbe en bleu là, qui est là, permet de représenter en fait la durée dans laquelle chaque système, enfin, en gros, j'ai pris des valeurs, enfin les ordonnées c'est 10, 20, 30, 40, etc. Donc 10 ça correspond au premier système, 20 au deuxième, 30 au troisième, etc. Et du coup ça permet de représenter en fait le temps passé dans chacun des systèmes par le système général. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais pour voir un peu... Enfin, là on voit par exemple que le système passe beaucoup plus de temps dans les deux premiers états, dans les deux premiers systèmes que dans les 4 derniers. Excuse-moi. Ouais. Pour la simplification, on ne va pas entrer dans le détail, mais à gauche, ça dépend de Bémal et de Berkeley, et à droite, ça dépend de rêve. Alors, ouais, parce qu'en pourquoi en fait, ça dépend pas vraiment. Enfin, c'est les valeurs. Ce taux de dégradation-là, on va toujours dépendre de valeurs de B et de Berkeley. Et en fait, parce que j'avais une équation de base. Je reviens en arrière. Par exemple, donc ce terme-là, par exemple, l'équation de B malin. Donc là, c'est la fonction de rêve. Et en fait, j'ai observé que des fois, elle était constante. Donc toute cette partie-là, j'ai supposé qu'elle était constante. Ah, Et donc j'ai fait que dB malin sur dt égale 0. Et donc il fallait que cette partie-là soit égale à ça. D'accord. Du coup, j'ai fait des simplifications. Donc, c'est pas une simplification juste sur la fonction elle-même, moins gamma, machin. Non, c'est ça sur fait appel au système entier. Ouais, je vais regarder un peu les oscillations dessus. Et du coup, avec ce système-là, j'avais essayé de résoudre les équations analytiquement et d'essayer d'exprimer les paramètres, enfin, par exemple la durée de chacune des phases en fonction des paramètres du modèle. Et en fait, les équations sont un peu trop compliquées, il y avait trop de données que je connaissais pas, trop d'inconnus. Du coup, j'ai réussi à exprimer seulement la durée d'une seule phase. Et il faudrait que je fasse d'autres simplifications et que je me penche plus sur comment simplifier. Et du coup, à partir de ce modèle-là, j'ai regardé, donc j'ai fait quelques autres simulations, j'ai regardé par exemple les temps de synchronisation mis entre deux oscillateurs. Donc en fait j'ai couplé deux oscillateurs entre eux et j'ai regardé au bout de combien d'oscillations est-ce que les deux oscillateurs arrivaient à avoir la même période, donc en fonction de la force de couplage. Donc là, quand on a des valeurs qui sont égales à 1000, ça veut dire qu'en fait les deux oscillateurs n'arrivent pas à se synchroniser. Donc c'est logique dans le cas où k égale 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de couplage entre eux, donc les deux oscillateurs n'arrivent pas à synchroniser. Et après, on peut voir que plus la force de couplage est grande, plus le nombre de périodes avant d'avoir une synchronisation est faible. Donc voilà, plus la force de couplage est grande, plus la synchronisation entre les deux oscillateurs va être rapide. Et une autre chose que j'ai pu observer, c'est les courbes de réponse de phase. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux systèmes d'oscillation. Il y en a un qui va être un système contrôle et l'autre dans lequel j'ai ajouté du dexaméthasone donc pour représenter l'effet de la lumière. Et j'ai regardé si donc, le dexaméthasone, comment est-ce que le dexaméthasone influençait les oscillations du système, donc s'il y avait un retard ou une avance qui a été prise par rapport au système de base. Et donc j'ai pu observer et donc j'ai mis le dexaméthasone à chaque heure du cycle pour voir si par exemple, si on mettait l'hexaméthasone en début de cycle, est-ce que ça provoque un retard plus faible qu'en fin de cycle? Et donc j'ai pu observer qu'entre 1h et 6h, quand on mettait l'hexaméthasone, le retard était plus faible que lorsque on mettait l'hexaméthasone ailleurs dans le cycle. Mais dans tous les cas, il y avait, le dexaméthasone provoquait un retard dans les oscillations observées du système. Et du coup... Ah oui, et pour... donc là, c'était des premières expériences que j'ai pu faire suite à la modification de mon système. Et ce que j'aimerais bien faire dans la suite,
c'est qu'en fait, jusque-là, j'ai utilisé un couplage diffusif, c'est-à-dire que les molécules étaient échangées directement entre elles. Et en fait, une autre hypothèse qui pourrait être faite, c'est qu'en fait, il y ait un échange des molécules entre les horloges avec l'environnement, donc un échange de molécules spécifiques et pas via Berkeley. Et donc pour modéliser ça, il faudrait ajouter une équation donc, dans le modèle. Donc avec ce nouveau modèle-là, pareil, je pourrais continuer à créer des réseaux de cellules et les tester selon les différentes topologies envisagées. Je pourrais aussi étudier donc toujours l'influence de l'insuline et du dexaméthasone, donc l'apport de nourriture et de la lumière, en fonction, sur le fonctionnement des horloges circadiennes. Étudier la robustesse des orbites périodiques et la synchronisation des oscillateurs, donc en termes de période, amplitude et phase, selon différents paramètres, et aussi en utilisant des méthodes plus élaborées que celles que j'ai pu utiliser jusqu'ici, parce que certaines que j'ai utilisées ne sont pas forcément très précises. Et donc, notamment en utilisant des diagrammes de bifurcation pour étudier le changement dans la période et les amplitudes en fonction des paramètres du système. Et finalement, donc, je travaille aussi avec des biologistes qui sont sur Nice à l'Institut de Val-Rose, et ils sont en train de faire des expériences donc, pour étudier les temps de synchronisation et de désynchronisation mis. Donc voilà, avec mes expériences, mes modélisations, je pourrais comparer mes résultats avec ceux qu'ils ont obtenus expérimentalement. Voilà, merci pour tu as l'air de penser que ton régime